Bienvenue au Rendez-vous culturel. Dans cette web-série, la Ville de Granby vous présente des artistes d'ici. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Mélisande Corriveau. Les rendez-vous culturels. Papa, les rendez-vous culturels. Papa. Mélisande Corriveau, tu es musicienne professionnelle, tu es native de Granby, tu joues du violoncelle, de la viole de gambe, ainsi que le petit instrument qui se trouve derrière toi qui s'appelle Une viole de gambe. une viole de gambe aussi. On y Mais viendra. c'est une petite viole Un de gambe. bébé viol. On y viendra tantôt aux instruments parce que c'est vraiment particulier de ce choix d'instrument-là. Je sais que tu as fait également de la flûte à bec, mais j'aimerais juste revenir au départ. La petite fille a commencé où, quand, comment? Ben, ici, à Granby, au loisir, en fait, avec les sœurs Gertin qui enseignaient la flûte à bec et l'initiation musicale. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé, toutes deux, Isabeau, ma sœur sœur, et et toi. moi. Oui, et on a continué, après l'initiation musicale, on a pris la flûte à bec, on a continué. Puis après un certain moment, mes parents ont décidé d'investir un peu dans la dédication, un peu que leurs enfants semblaient avoir, puis le talent que leurs enfants semblaient avoir pour la musique. Donc, Ouais. ils nous ont amenés à Montréal avec des professeurs spécialisés, disons, dans ces instruments-là. Puis à ce moment-là, Isabeau a choisi aussi un autre instrument dont elle La rêvait de harpe. jouer, la harpe. Et moi, je rêvais de jouer du violoncelle. Alors, j'ai commencé à ce moment-là le violoncelle. Ça, moi, j'avais 11 ans à cette époque-là. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé ce deuxième instrument. Puis, c'est ça, on a fait beaucoup de cours en privé, puis Mhm. ensuite le Conservatoire de Montréal un Ouais. petit peu. Puis, assez rapidement, je suis rentrée à 16 ans. En fait, j'avais la fin de mes 16 ans à l'Université de Montréal, Directement. directement en baccalauréat en musique, en flûte à bec. Et pendant ce temps-là, je faisais le conservatoire aussi en violoncelle. Ça commençait à faire beaucoup tous ces cours ensemble. Donc, j'ai délaissé le violoncelle moderne à ce moment-là pour vraiment me dédier à la viole de gambe que je commençais tout juste à découvrir à l'université à ce moment-là, puis au violoncelle baroque. Donc, ça a été ce changement vers la musique ancienne vraiment à ce moment-là. Je reviens un petit peu en arrière. Oui. Ça prend des parents dévoués. Ça prend des parents disponibles qui investissent autant temps et argent dans la carrière ou dans le loisir de leur enfant. Mais il y a beaucoup de parents qui le font pour le hockey, tu sais, Oui, tout à fait. ou pour tout à fait. d'autres sports de pointe qui coûtent aussi très cher, puis qui demandent vraiment que toute la famille fasse de bons sacrifices au niveau de l'horaire et de tout ça. Mes parents ont décidé, eux, de le faire pour la musique parce que c'était ça leur intérêt, puis c'était notre intérêt aussi. Est-ce que tes parents étaient musiciens aussi ou Mais mon père vient d'une famille très musicale. Son grand-père était le violonneux du village à OK. Istingus. Et son père connaissait des centaines, c'est pas plus, peut-être c'est même un millier ou je sais pas quoi, de chansons. OK. Puis c'était un gigueux incroyable. Puis vraiment, il y avait toujours de la musique autour de sa jeunesse. Lui, il aurait rêvé de Mhm. devenir musicien. Il a découvert le piano classique, jazz et tout ça à son adolescence. Il a arrêté l'école d'ailleurs pour aller travailler, pour pouvoir s'acheter un instrument. OK. Puis quand il est arrivé avec les sous, sa maman lui a dit, ben là, je suis enceinte de mon dernier bébé, on n'aura pas de place pour ton Mhm. piano. Donc mon père s'est acheté une guitare, puis est devenu chansonnier, puis a un peu roulé sa bosse comme ça OK. au Québec, fait quelques premières parties de Gilles Vigneault. Mais c'était vraiment quelques années de sa vie où il a été chansonnier. Ensuite, il s'est dirigé vers un baccalauréat puis des études, après ça, d'enseignement en art. Alors, c'est un artiste, mon papa. Donc, tu viens Ouais. d'une famille d'artistes pour arriver là. Et à quel moment est-ce que à quel moment ça se place, le choix de dire, je ne ferai pas que du violoncelle, j'ai bien dit que du violoncelle, je vais choisir des instruments anciens, la viole de gambe, ton par-dessus de viole, d'aller vers ce type de musique-là? Mhm. La flûte à bec, déjà, nous amène Oui, dans un à répertoire. dans un répertoire ancien de musique renaissance et de musique baroque, parce que ensuite, ça a vraiment, jusqu'à la période contemporaine où on a redécouvert ces instruments-là anciens, ça a été assez oublié, en fait, la Quand flûte à même. bec. Ouais. Pareillement, d'ailleurs, pour la viole de gambe. Puis, mais
on avait développé une sensibilité pour ce répertoire-là, forcément, en faisant beaucoup de flûte à bec. Puis ensuite, les professeurs qu'on avait, qui avaient des groupes, des ensembles, et jouaient avec toutes sortes d'autres instruments anciens, sur cordes de boyaux, des hautbois anciens, tous ces instruments-là, les flûtes traversières, tout en bois, anciennes. Alors, ça faisait un peu partie quand même de notre univers. On a été bien chanceuses là-dessus. Puis, c'est un peu la force des choses. Ensuite, moi, lors de mon bac en flûte à bec, ils nous demandaient de faire un instrument complémentaire qui devait être harmonique. Puis là, j'avais plaidé en disant, s'il vous plaît, laissez-moi faire du violoncelle baroque peut-être, parce que déjà, je suis de plein pied dans mon degré au Conservatoire de musique en violoncelle moderne. Ça me demande beaucoup de temps. Ici, tous mes cours de baccalauréat, la flûte à bec, plusieurs heures par jour aussi. Pouvez-vous me laisser une petite chance, là, parce que vraiment, apprendre le luth, la guitare ou le clavecin, C'est ça. c'était comme ajouter beaucoup à ce moment-là. Puis ils m'ont dit, ce qu'on pourrait faire, c'est te faire jouer de la viole de gamme, parce Qui est que harmonique, c'est c'est ça. un peu harmonique, ça pourrait passer. Bon, vu qu'il y a comme un peu la guitare, des frettes et un traitement parfois harmonique dans la musique, des mélanges d'accords et de mélodies. Donc, j'ai fait « OK ». Puis finalement, je me suis fait complètement aspirée par le répertoire, puis la beauté de l'instrument. Puis ça a vraiment été un coup de foudre assez rapide. Puis, comme j'avais déjà une base en violoncelle, puis en flûte à bec, le style, puis la maîtrise de l'archet, ça s'est fait assez rapidement. Oui. Puis tout de suite, mon professeur me donnait, après quelques mois à peine que je jouais, peut-être 1 an ou je sais pas quoi, elle me donnait déjà un peu des contrats qu'elle pouvait pas faire de temps en temps. Donc, je suis rentrée dans le milieu de la musique ancienne à Montréal par l'instrument que je connaissais le moins, ce qui était un peu bizarre, mais ce qui a fait en sorte que j'ai encore plus voulu en faire. Puis ma professeure, Margaret Little, elle a un duo de viole de gamme assez connu de par le monde qui s'appelle Les Voix humaines. Ouais. Puis très rapidement, elles m'ont inclus dans plusieurs de leurs activités en consorte, en famille d'instruments, en famille de viols, parce que les viols, elles sont grosses, mais elles sont aussi toutes petites. Comme celle-ci. Alors, on les joue en famille, puis il y a beaucoup, beaucoup de répertoires magnifiques pour ça. Donc, j'ai tout de suite été comme ça, prise sous l'aile un peu de mes professeurs. Mon professeur de flûte à bec, je me suis mis à jouer dans son groupe aussi comme joueuse de violoncelle baroque et de viol. Ça a comme été rapidement, je me suis fait intégrer dans le milieu, puis c'était chose faite après ça. Et ton nom s'est fait dans le milieu parce que quand on lit sur toi, on lit que tu es une interprète qui a une intelligence et une sensibilité de l'époque. En quoi ça demande de connaître une époque pour être un bon instrumentiste de cette époque-là? Bien, la musique ancienne, c'est que la tradition s'est brisée. Contrairement, par exemple, au violoncelle, où on a toujours continué à jouer les grands concertos de Saint-Saëns ou tout ça, avec des gens, très peu de générations entre nous et les gens qui ont en fait eu la chance d'avoir la dédicace de ces concertos-là, par exemple. Donc, c'est un lien direct vers les professeurs, des professeurs, des professeurs. Tandis qu'avec la musique ancienne, il n'y a aucune source, sauf les écrits. Alors, quand on fait de la musique ancienne, il faut vraiment se replonger un peu dans pas mal de traités qu'on appelle de l'époque. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre les styles nationaux parce que en France, vraiment, par exemple, c'est un long sujet, là, mais... Non, mais ça, on y va brièvement pour aujourd'hui, pour les néophytes. Là. Oui, bien, si on y va... à l'époque baroque, disons, il y avait vraiment un style national. C'est-à-dire, en Angleterre, on avait un tel style. En France, on avait un tel style qui avait vraiment été instauré par Louis XIV et Lully, son musicien. En Italie, on avait cette flamboyance, puis beaucoup de musique pour les cordes, de violon, la famille des violons et tout ça. Je généralise beaucoup. En Allemagne, on avait aussi une autre tradition avec une musique avec d'autres styles. Donc, quand on fait de la musique ancienne, on ne peut pas adapter n'importe quelle de ces musiques-là puis se dire, je sais comment la jouer. En fait, il faut faire quand même pas mal de recherches puis de lecture pour comprendre quels étaient les styles d'interprétation. Par exemple, en France, on surpointe. Si quelque chose écrit tam, papam, papam, tu dois faire tam, papam.
papam, mais si tu n'as pas lu ça, ben, tu ne joues pas ça comme il faut. Donc, ce ne sera pas du tout la même mélodie. Exactement. Donc, c'est un petit exemple, mais ça s'applique à plein de domaines de la musique ancienne. Puis aussi, on a beaucoup de chance parce qu'il y a une énorme liberté avec la musique ancienne, avec l'ornementation aussi. C'est connu qu'ils écrivaient les pièces de façon assez simple pour que l'interprète puisse ajouter. Mais là, Improviser en improviser quelque un peu au travers de la musique. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît de mettre ta touche à toi là-dedans? Énormément, parce que tu sais, c'est comme une création un Ouais. peu, vraiment. On peut aller à un niveau très, très personnel, puis même si, oui, on essaie d'avoir beaucoup de connaissances et tout ça, personne ne pourra jamais nous dire vraiment que c'était pas comme ça, Non, non, que c'est ça. c'était joué à l'époque. Exactement. Donc, notre devoir, c'est de s'éduquer, puis de lire beaucoup de choses. Puis ensuite, ben, il y a une liberté incroyable qui est très plaisante. D'ailleurs, quand on joue avec un instrument qui est, par exemple, le clavecin, il n'y a qu'une seule ligne d'écrite pour lui. Tout le reste, il ça. l'ornemente, il l'improvise. C'est une musique très improvisée. Il n'y a presque jamais de forté piano. Toutes les décisions, on les prend nous-mêmes. Donc, c'est assez agréable. Ça fait un grand poids sur l'interprète, mais en même temps, une énorme liberté. Fait que Puis pour ceux qui aiment, capacité de créer aussi. oui, c'est ça. On a vraiment l'impression de participer beaucoup au processus créatif et pas de devoir réinterpréter de la même façon que notre professeur, que l'autre professeur, que l'autre professeur. Ça c'est vraiment moins encouragé dans la musique ancienne. La voix personnelle de chacun, elle est très encouragée. Et récemment, cet hiver, je crois, avant la fameuse pandémie, tu sortais un nouvel album avec ton conjoint qui est claveciniste, Oui. qui s'appelle Badinage de Marais. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Des pièces de Marais, bien entendu. Oui, bien, Marais, c'est un joueur de viol de gamme, l'un des plus connus d'ailleurs, Et en tous ceux qui ont France. vu le film Tous les matins du monde, c'est à ce moment-là qu'on a découvert la viole de gamme et Marais par la Oui, même occasion. Là. absolument, Ouais. absolument. Donc, Marais qui nous a laissé 5 immenses volumes de pièces que lui jouait beaucoup pour le roi, par exemple, pour les couchers de Louis XIV. Et donc, la musique immensément raffinée, très, très belle. D'ailleurs, je vais vous jouer une pièce de Marais tantôt. OK. Pas une qui est sur le disque. Mais oui, c'est un plaisir d'avoir pu sortir notre disque là, ce printemps, malgré qu'on ne peut pas faire de concert en ce moment. Mais il est bien écouté. On a dépassé le demi-million de streaming. On a été top 10 iTunes avec Yo-Yo Ma, puis les grands noms. On a eu vraiment superbe accueil de ce C'est CD. formidable. Et tu parles justement de cette reconnaissance-là. En 2016, vous avez gagné un Juno avec ton Avec ensemble L'Harmonie des saisons. Oui. En quoi ça... Tu sais, on dit tout le temps que les prix, ce pas important, là. Mais en quoi une reconnaissance comme celle-là est importante dans une carrière? Ben, je pense que pour la plupart des gens qui connaissent pas trop ce qu'on fait dans la Ouais. musique classique, quand on leur dit ben j'ai gagné un Juno, ça donne tout de suite Tout d'un une reconnaissance Ouais. d'un certain niveau, c'est-à-dire waouh, vous êtes bon, tu sais. Ça c'est bien parce que quand on essaie de vendre des concerts puis que d'attirer le public, ben c'est gagnant de pouvoir leur dire vous venez écouter quelque chose de qualité, on vous l'assure. C'est pas nous qui vous le dit, on n'est pas les seuls à le dire. Voilà, on a gagné tel prix. Ouais. Fait que oui, pour ça aide, je dois te dire, pour les succès auprès des décideurs publics, au niveau des demandes de clair. bourse et tout ça, c'est sûr que ça donne accès à un peu plus d'aide aussi, parce qu'il y a eu une reconnaissance. Donc, le gouvernement essaie d'aller de pair aussi avec cette reconnaissance-là. Donc, on a un peu plus de facilité à monter des projets, des concerts, tout ça, mais ça reste que tout ça, c'est une œuvre d'amour, n'est-ce pas? Tellement. Hein? Tellement. Parlant d'amour, il y a un amour pour ces instruments-là. Et là, je passe vite sur les prix parce qu'il y en a plusieurs, là, des prix Opus et tout ça. Tu as vraiment une carrière impressionnante et florissante. Je veux en venir aux instruments parce qu'ils sont mythiques. Moi, pour être un petit instrumentiste, ça me fait capoter, en bon français, de voir ces instruments-là qui ont 300 ans. Tu joues donc ta viole Barak Normand 1691. Oui, faite à Londres, derrière, à l'époque, à l'église Saint-Paul, la grande abbaye à Londres, il y avait une allée. Avant, il y a eu plusieurs feux, donc plusieurs reconstructions. Ça n'existe plus, cet endroit-là, mais il y avait plusieurs fabricants d'instruments qui s'installaient là, puis qui avaient leur shop sur la rue, dans l'arrière de l'église, en fait. Et cette viole a été construite là, en 1691, à Londres. Puis, veux pas, quand tu prends ça, bon, toi, tu l'utilises à tous les jours. Moi, il y a quelque chose de... J'ai l'impression qu'il y a de quoi de plus grand que nature de prendre cet objet-là. Oui, c'est ça. C'est quoi ton rapport? Il y a un immense plaisir parce que, tu sais, quand on est instrumentiste, on doit chercher notre voix en mélangeant, bien sûr, nos aptitudes à celles d'un instrument. Puis
plus on a un instrument qui peut nous amener de raffinement, puis de qualité, puis de différentes nuances et tout ça, plus notre recherche d'interprétation peut aller loin. Puis à un certain moment, on n'a plus de professeur, tu sais, mais l'instrument peut vraiment servir de professeur. Quand on a un très bon instrument, on a juste envie de le faire sonner au maximum de ses capacités, puis de découvrir avec lui tout ce qu'il peut nous donner. Donc, ça part vraiment d'une recherche énorme, en fait, chez l'interprète, de découverte de cette voix-là, puis de toute cette sophistication-là que l'instrument peut nous aider à acquérir. Donc, ça devient important à un certain moment d'avoir un très bon instrument. Puis, ben moi, j'ai plusieurs instruments, mais celui-ci ne m'appartient pas. Je l'ai trouvé, puis j'ai demandé à un mécène de me l'acheter parce Ben, que... c'était ça ma question. Ça ne se Ouais. trouve pas sur Kijiji. Il faut trouver ça, j'imagine, c'est complexe. Ouais. Et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui a la gentillesse de te le passer. Comment ça Oui, fonctionne? c'est un prêt à long terme, en Ouais. fait. Mais tu sais, c'est comme une des plus belles violes qui existent au monde, donc c'est une belle chance, mais Mhm. c'est une fraction du prix d'un grand violoncelle, par exemple. On ne parle pas d'un Stradivarius de Stéphane Tétrault, là. Tu sais, Ouais. c'est quand même, ça reste pour Plus certaines personnes abordable. plus abordable. Donc, c'était quelque chose qui était un peu plus facile à demander pour quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. C'est un avocat très connu à Toronto. Il y avait les Qui moyens. croit en la musique, Qui qui croit en adore la toi. musique, qui adore la viole de gamme, qui croit en moi, qui veut aider le milieu à se Mhm. développer. Donc, il m'a dit, mais oui, avec plaisir, je vais. C'est par une collègue, en fait, que je l'ai rencontré. C'est C'est une extraordinaire. belle chance. Oui. Et si tu nous parles de ta petite Oui. viole ici, Ben moi, j'ai fait un doctorat, parce qu'un doctorat, il faut faire ça dans un sujet bien pointu, OK? en général. Oui, ben oui. Puis moi, dans les instruments que je faisais, ben, j'avais entendu dire qu'il y avait, j'avais eu la chance de jouer d'une grande collection à Toronto d'instruments anciens, des par-dessus de viol pour un projet avec les voix humaines de musique de Purcell, de musique anglaise, où on avait utilisé tout un chest of vials, c'est-à-dire vraiment un immense coffre qui était rempli de violes anciennes qui avait été donné, qui a Wow. été donné à l'Université de Toronto. D'ailleurs, le recteur de l'Université de Toronto, son bureau, c'est le fameux chest of vials. Si on l'ouvre, il y a un espace pour chacune des violes qui est... Oui, Alors, il s'est gardé un magnifique bureau, là, qu'on se le dise. oui, c'est ça. Les violes ne sont pas à l'intérieur, Oh, j'espère, c'est mais quand même, c'est une très belle pièce, le bureau comme en tel. soi. Donc, j'avais joué ces instruments-là, mais j'avais aucune idée. Puis, je dois avouer, mes collègues non plus ne savaient pas grand-chose sur ce que c'était, ces Mhm. petites violes-là, les par-dessus. Elles savaient qu'il y avait de la musique, beaucoup de musique solo décrite pour ça, mais plus tardive, un peu plus d'influence rococo. On a fini le règne de Louis XIV, en gros. C'est la Régence, puis ensuite c'est Louis XV, puis c'est la musique italienne Mhm. qui rentre comme un grand courant d'air fou en France, puis qui vient vraiment influencer la musique. Puis cet instrument-là, ben l'instrument, en fait, par excellence de la musique italienne, c'était le violon. Mais en Mhm. France, on est resté très attaché aux instruments que le roi aimait et qui sont devenus des instruments très français, donc la viole de gambe. Et la Et le violon était perçu encore comme un instrument vraiment du bas peuple, un Ah instrument qu'on prenait dans les auberges pour faire danser les gens, Mhm. un instrument, oui, qui venait à la cour, mais dehors ou dans les musiques de grand apparat pour faire du bruit, de grand apparat, excusez-moi. Donc, on considérait le violon un très bel instrument, mais un peu criard, puis on ne le rentrait pas trop dans les chambres. C'est pas l'instrument pour lequel on écrivait la musique la plus raffinée. On gardait la musique plus raffinée pour les viols. Donc, en France, pour une certaine bourgeoisie, pour une noblesse même, certaines filles de Louis XV ont fait, de la base de viol, mais aussi du par-dessus de viol. C'était la façon, un truchement un peu. On a rapetissé la plus petite viole de l'époque, qui était un dessus de viol un peu plus grand. On a tranquillement rapetissé les éclisses. On voit que c'est Ouais. petit comme un violon, Ouais, ou à peu ou près. presque. Même celui-là triche énormément. Il y a un dos de violon, alors que le dos des viols, d'habitude, il est plat. Mhm. Mhm. Puis, ben, on a pu, à ce moment-là, avoir un violon, mais qu'on tenait quand même avec une magnifique prestance et qui ne déformait pas, parce que pour les femmes, en fait, on ne pouvait pas, à l'époque, on ne leur permettait pas de jouer d'un instrument qui ne gardait pas, en fait, le tronc et la posture. belle posture. Et donc, pour terminer avec cet instrument, qui se joue avec archet ou en pizzicato, juste avec les doigts Non, également? non, vraiment, tout à fait comme la base de viol, mais comme toutes les violes de gamme, ce sont des violes de jambes. Même les plus petites, en fait, on les joue aussi sur les jambes. Donc, Et si tu nous fais quelques petites notes, ouais. très pas accordé en ce moment, mais C'est pas grave. voilà. Mais pour t'entendre de façon accordée, on va aller plutôt voir du côté de la viole de gambe, cet instrument
extraordinaire qui a plus de 300 Il est rendu à quel âge, là? Je sais pas, j'ai pas compté. Il est né en quelle année, lui? En 1691, 1691. maintenant, on Alors, va regarder nos presque- aptitudes en mathématiques. voilà, presque 340 ans. Hein? Voilà. Et l'an prochain, il va avoir 340 ans. Tu devrais faire une grande fête. On va Mhm. t'écouter. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Je vais vous interpréter une très belle pièce de Marin Marais qui est assez connue d'ailleurs, qui fait partie de la trame du film Tous les matins du monde, Ouais. qui s'appelle Les Folies d'Espagne. Merci beaucoup. Merci.
les rendez-vous culturels. Papa, les rendez-vous culturels.